à tous. Donc, je suis Gilles Lecuir. Donc, je recommence après l'enregistrement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gilles Lecuir, agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'assurer la coordination du concours Capitale française de la biodiversité avec les co-organisateurs. Je vais partager mon écran pour y compris vous faire profiter de leur logo, mais aussi avec l'ensemble des partenaires dont vous figurez. Et je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va travailler ensemble donc, dans le cadre de ce comité scientifique et technique du concours Capitale française de la biodiversité, avec des anciens qui ont l'habitude, des nouveaux qui viennent renforcer nos compétences et que je remercie vivement de leur participation, notamment même si nous avions déjà dans le comité scientifique et technique depuis de nombreuses années des compétences de paysagistes. On a évidemment, au vu du thème de l'année paysage et biodiversité, renforcé. Donc, merci beaucoup aux spécialistes du paysage qui nous rejoignent pour cette année. On va je vais vous donner quelques informations sur les candidatures reçues, vous rappeler le processus d'évaluation et son calendrier. Ça fera, pour certains, il n'a pas ou peu évolué depuis les années précédentes, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est indispensable pour se l'approprier. Et puis ensuite, je vous propose qu'on passe en revue collectivement les critères et la grille d'évaluation pour que bien, ceux qui la découvrent aient des meilleurs éléments de compréhension que la seule lecture de la grille, et puis qu'on revienne sur nos questions chaque année qui se posent de difficultés éventuellement d'évaluation de certains critères. Et je finirai avec les renseignements pratiques. Donc, 57 candidatures reçues, donc c'est un tout petit peu en dessous de notre moyenne des 3 précédentes éditions qui était autour de 80. Mais je n'ai pas d'explication à ce stade, mais ça reste tout à fait raisonnable en termes de répartition, où vous voyez qu'on a 5 villages, 17 petites villes, 16 villes moyennes, 14 grandes villes, 13 grandes villes de mémoire, et 7 grandes villes et 11 intercommunalités, qui sont nos 5 catégories. La répartition des candidatures par région montre d'abord des candidats d'à peu près toutes les régions, y compris 2 outre-mer, Guadeloupe et La Réunion, mais évidemment un poids très fort des candidatures en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui me semble, sans vouloir m'avancer trop, à la fois le résultat historique de l'animation forte dans ces 2 régions du concours depuis des années, mais aussi probablement un effet territoire engagé pour la nature, puisque la participation au concours dans les régions où la reconnaissance territoire engagé pour la nature est mise en place est nécessaire. Donc, on demande aux collectivités d'avoir déjà candidaté à un territoire engagé pour la nature pour pouvoir reconnaître leurs projets pour l'avenir, et puis d'accéder à un questionnaire simplifié où elles peuvent valoriser des actions que là, elles ont réalisées autour du thème de l'année. Donc, en Île-de-France, je pense qu'on voit le poids des quelques presque 123 candidatures territoires engagés pour la nature qui s'expriment là, mais voilà, c'est peut-être aussi travail de communication, mais je n'ai pas l'impression, parce que j'ai vu les Bretons, les Normands ou d'autres des collègues beaucoup communiquer. Répartition des nouveaux participants par rapport à d'anciens participants. Donc, je rappelle que les participants sont tous des communes de toute taille ou des intercommunalités de toute taille, mais les intercommunalités à fiscalité propre, c'est-à-dire communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole ou établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Donc, pas des syndicats de rivières, etc. Donc, on avait habituellement 50% de nouveaux participants, 50% d'anciens participants. On voit que ce taux baisse sans que je sois capable de l'interpréter.
Est-ce que, d'ores et déjà, certains d'entre vous veulent réagir sur ces taux de participation et ces répartitions? J'essaie de ne plus partager mon écran pour revenir. Pas de remarques particulières? Je continue. Je ne vois pas de main qui… Je vois Jean-Pierre Thibault. Jean-Pierre. Alors, il faut ouvrir votre micro. Oui, désolé, j'ai peut-être été inattentif, mais je n'ai pas bien compris le lien avec Territoire engagé pour la nature. Est-ce que c'est une sorte d'obligation d'y être pour candidater, ou bien est-ce que n'importe quelle commune ou interco peut candidater, même s'il n'a pas été dans ce processus-là? Alors, c'est une obligation. Simplement, c'est une obligation souple. C'est-à-dire que quand on reçoit un dossier, par exemple, on a le cas en Hauts-de-France, on a donc le dispositif territoire engagé pour la nature est engagé. Dans chaque région, les dispositifs sont plus ou moins engagés. Donc en Hauts-de-France, le dispositif est engagé. Nous avons reçu 2 dossiers de collectivités qui ont utilisé le questionnaire dit complet. Donc c'est un questionnaire de 32 pages qui leur permet de faire le point sur ce qu'ils font déjà dans l'ensemble de leur politique publique, ce qu'ils ont envie de faire pour l'avenir, et puis nous présenter 1 à 3 actions exemplaires autour du thème de l'année. Ça, c'est le dossier complet. Et puis, il y a des dossiers dits simplifiés, où il y a simplement 3 pages de renseignements simples sur le contexte de la collectivité, et puis directement les 3 actions, puisque nous avons, vous aurez dans les dossiers, les dossiers territoire engagé pour la nature, si vous voulez en savoir plus sur la collectivité. Donc, c'est une obligation, mais on ne rejette pas, puisqu'on est au début du dispositif territoire engagé pour la nature, on ne rejette pas ceux qui ne sont pas passés par cette case-là. On leur demande s'ils sont prêts à prendre contact avec l'animateur national territoire engagé pour la nature et à s'engager dans la démarche volontaire dans le cours de l'année, s'ils sont d'accord. S'ils nous disent non, on ne veut pas du tout, bon, bah, ils seront hors compétition. Mais on est souple. Mais la théorie, c'est bien. On commence par s'engager pour l'avenir et ensuite, on peut valoriser ce qu'on a déjà accompli. Donc, ça, c'est vraiment c'est une nouveauté introduite depuis maintenant pour la 3e année et qui est forcément à la carte puisque les régions arrivent les unes après les autres. Est-ce que c'est plus clair? OK. Et donc, ce qui explique que vous pouvez avoir 2 types de dossiers PDF, des dossiers complets, longs, avec beaucoup de données. Vous n'êtes pas du tout obligé de lire toutes les données des dossiers, on reviendra dessus, mais ce qui vous est demandé d'évaluer, c'est vraiment les actions présentées. Les données issues soit des dossiers de territoire engagé pour la nature, soit des dossiers complets, elles serviront en 2e phase d'évaluation quand il s'agira de sélectionner des finalistes. D'autres remarques sur ce taux de participation, ces répartitions, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je passe à la suite. Je repartage mon écran, si j'y arrive. Et vous rappelle, donc, nous avons reçu 15 dossiers dits complets, donc hors territoire engagé pour la nature, soit parce que les collectivités n'ont pas compris, se sont trompées, soit parce que ça émane de régions où le dispositif territoire engagé pour la nature n'est pas encore déployé, et puis 42 dossiers simplifiés, donc, qui sont déjà au moins candidats à territoire engagé pour la nature. Au total, nous avons reçu donc 163 actions qui ont été soumises par ces 57 collectivités. Il y a 3 cas particuliers. Une collectivité qui nous a fait un dossier complet, rempli, mais sans présenter d'action. Elle a clairement confondu et nous l'avons réorienté vers territoire engagé pour la nature. Un dossier avec 5 actions au lieu de 3. C'est un cas particulier de la ville de Lille, parce que Lille est une ville qui est aussi associée à 2 autres villes, Lem et Lomme, et qu'il y a une forme d'autonomie à la fois budgétaire, d'agents et politique, avec maire et élus pour Lem et Lomme. Et donc, plutôt que d'avoir une approche très basique en disant bah non, c'est comme ça et pas autrement,
j'ai accepté que la candidature de Lille, Lem, Lom, les 3 villes associées, comprennent pour l'action 3 citoyenneté et biodiversité, eh bien 3 actions, une pour Lille, une pour Lem, une pour Lom, parce qu'il y a une réelle autonomie de chacune des 3. Donc ça, c'est un dossier particulier qui comprend 5 actions exemplaires et pas 3. Et puis, autre particularité, le dossier de Lamentin en Guadeloupe, où là, la collectivité a carrément fait un exposé spécifique pour chacune de ces 3 actions, beaucoup plus long que le schéma standard. Mais là aussi, il m'a semblé que c'était dommage de les écarter parce qu'ils en avaient fait trop. Mais évidemment, si vous estimez que ces actions sont intéressantes, elles nécessiteront d'être synthétisées pour revenir dans le schéma normal destiné à l'évaluation. 40 actions ont été écartées par moi-même lors de la préévaluation quand elles étaient manifestement non rédigées. L'objectif qu'on recherche ensemble, là, c'est de sélectionner des retours d'expérience destinés à être publiés pour inspirer d'autres élus, techniciens, voire partenaires. Donc, bien évidemment, si on vous a juste dit dans les objectifs, on va planter une forêt urbaine, et puis c'est tout, et puis dans les actions présentées, on dit on a planté 400 arbres, et dans les résultats attendus, ça va être génial, ça ne suffit pas. Donc, je vous les ai écartés pour ne pas vous alourdir, vous n'avez pas besoin de les évaluer. Un autre motif d'écartement, c'est lorsque ce sont manifestement des projets. Quand ce n'est pas commencé, quand ce n'est pas acté, quand c'est quelque chose qui est un projet pour l'avenir, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons une pédagogie par la preuve avec des choses qui, y compris, soient engagées de manière certaine et que si on va les voir sur le terrain en avril et mai parce qu'on les a sélectionnés comme finalistes, il ne faut pas qu'à ce moment-là, ils nous disent « Ah bah oui, mais finalement, le marché d'appel d'offres, il n'a pas été attribué. » Ou alors « Mais oui, mais il y a eu un débat au conseil municipal et finalement, on n'a pas… » Voilà, donc si c'est un projet, c'est écarté. Il y a un cas d'une collectivité qui n'a pas compris le jeu et qui a systématiquement, en fait, dans chaque dossier, mis 10 actions différentes, tout ce qu'elle fait, en fait. Et là aussi, c'est pas le format qu'on recherche. On cherche vraiment des actions exemplaires qui ont qui sont précises. Enfin, certaines actions peuvent être hors sujet, c'est-à-dire sans lien avec le thème paysage et biodiversité. L'important, étant le « et » biodiversité. Alors, je n'ai écarté aucune action qui était que paysage. C'est vous qui peut-être direz, voilà, ou que biodiversité. Là aussi, c'est vous qui direz peut-être, ça me semble peut-être pas dans le sujet. Par contre, des actions de type ramassage de déchets ou pose de filets pour éviter les pollutions, là, sont évidemment totalement hors sujet. C'est de la gestion des déchets, de la gestion des pollutions, avec des liens très indirects vis-à-vis de notre sujet. Il pourrait avoir un autre motif de rejet, mais encore une fois, c'est vous qui le verrez en les lisant, c'est quand l'action 1, qui concerne l'aménagement, la planification du territoire au sens large et pas forcément que réglementaire, l'action 2, biodiversité et gestion, biodiversité locale, gestion et suivi, qui concerne tout autant les travaux, les plantations, les restaurations que l'évaluation de la biodiversité. Si ça concerne en fait une même réalisation sous plusieurs angles, en général, on dit qu'il faut en choisir une, quoi. Quitte à dire faut faire la synthèse des 2 actions pour en faire une seule. Mais ça, c'est vous qui le verrez. Donc, quand vous évaluerez, si vous trouvez l'un de ces éléments, eh bien, signalez ces motifs qui vous semblent devoir rejeter l'action exemplaire comme non exemplaire, justement. Mais faites quand même l'évaluation pour qu'on ne se retrouve pas avec parce que ça nécessitera discussion entre vous, entre vous. Les principes d'évaluation. Je rappelle que dans ce mois de février, du 4 février au 7 mars, chaque action, donc dans un dossier, il peut y avoir jusqu'à 3 actions. Certains dossiers présentent
2 actions seulement ou une action seulement. Donc, ils sont hors compétition, c'est-à-dire qu'ils ont présenté des éléments pour participer au recueil d'actions exemplaires qui sera publié, mais pas forcément pour être dans la deuxième phase d'évaluation et candidater pour un trophée national ou pour le titre de trophée toute catégorie capitale française de la biodiversité. Le principe, c'est qu'on a une évaluation en triple évaluation minimale, dont un régional autant que possible. Ensuite, du 14 au 17 mars, pour toutes les actions dans lesquelles on aurait constaté un écart de 25% de la note moyenne globale entre des évaluateurs, eh bien, on aura des micro-conférences de consensus. L'idée, c'est que les évaluateurs qui sont répartis par groupe puissent se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce que j'ai noté là, moi, très bien, et toi, très mal. Comment on a compris les choses? Soit les évaluateurs modifient leur note après discussion, soit ils disent non, non, je reste sur ma note, et dans ce cas-là, ce qui est tout à fait possible, c'est la note moyenne qui compte. Je vous ai mis un seuil de sélection, mais je voudrais que vous essayiez de l'oublier. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est qu'en gros, on a autour de 17 sur 25, ce qui équivaut à un 15 sur 20. On avait, et puis on rattrapait ceux qui avaient un effet de seuil. C'était notre taux de sélection. Mais ça dépendra vraiment de la qualité globale, et on fera peut-être varier ça, ce seuil. Donc, essayez de ne pas vous dire ma note va ou pas sélectionnée pour le recueil d'actions, puisque de toute façon, elle va dépendre de la moyenne, y compris des autres évaluateurs, qui peut varier beaucoup. Du 21 au 31 mars, après ce travail-là, on aura donc, pour les collectivités qui auront toutes reçu 3 actions exemplaires retenues, nous ferons un travail d'éventuelle alerte positive ou négative auprès des acteurs régionaux, donc DREAL, Agence régionale de la biodiversité, éventuellement association de protection de la nature, pour vérifier qu'il n'y a pas des choses qui n'ont pas été mises dans les dossiers et qui seraient très problématiques en actualité au vu du thème paysage et biodiversité. Je prends un exemple, le plan local d'urbanisme de la collectivité a été attaqué parce qu'il est en cours de procédure judiciaire parce qu'on reproche la destruction de zones humides, des choses comme ça. Bon, on prend un risque, évidemment, à aller faire une visite de terrain et voir à décerner un trophée à une collectivité qui pourrait se voir condamnée dans les mois suivants ou au moment de... Donc, évidemment qu'on a besoin de savoir ça. Avec donc l'ensemble de ces informations, le 4 avril, on pourra sélectionner dans chacune des catégories de taille, village, petite ville, ville moyenne, grande ville, intercommunalité, un ou des finalistes qui recevront une visite de terrain d'un trio ou quatuor d'experts. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, hein, c'est sur la base, nous, on propose, vous disposer, participer à ces visites de terrain entre le 19 avril et le 21 mai, donc pendant un mois, qui donne lieu à la rédaction d'un rapport qui est public et d'un avis qui est, lui, confidentiel. Et puis, à partir du 8 juin, on vous donnera à lire ces rapports. L'objectif, c'est qu'on ait une dizaine de visites à peu près. Hein. On verra, on en reparlera le 4 avril, mais de ne pas multiplier non plus les visites de terrain parce que c'est quand même chronophage. Donc, à partir du 8 juin, vous aurez à lire ces rapports de visite qui sont un peu des monographies de l'action de la collectivité sur le thème de l'année, et les avis de ceux qui ont fait la visite de terrain qui diront ce qu'ils en pensent. Mais ce n'est pas les évaluateurs de terrain qui décident, simplement, ils vous donnent une orientation. Et puis enfin, après cette lecture, on se retrouvera le 28 juin pour établir le palmarès 2022 sur la base de ces rapports de visite, donc les trophées dans chacune des catégories et la capitale française de la biodiversité 2022. Est-ce que sur cette phase, vous avez à nouveau des questions?
Bonjour Gilles, c'est Anne-Hélène à l'ABB. Je réagissais juste dans le fil de discussion en signalant que pour les retours locaux, les DDTM me paraissaient presque plus opportunes que les DREAL sur la vision d'ensemble parce que c'est quand même elles qui sont voilà, bien informées sur bon, les petits sujets qui peuvent un peu irrité. Donc voilà, c'est juste que je mettais dans le fil de discussion. Comme le délai est très très court, il faut peut-être doublonner entre DDTM et de réal pour s'assurer de retour terrain. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, du niveau national, je vais m'adresser à mon interlocuteur régional, donc soit l'ARB, soit le collectif régional pour la biodiversité, par exemple en Grand Est ou en Hauts-de-France où il n'y a pas d'ARB, et à charge pour vous, avec vos collègues de l'ADREAL, d'interroger éventuellement les DDTM. Mais vous comprenez que moi, je ne peux pas directement appeler les DDTM pour leur demander un avis, d'accord il faut que ça passe par les acteurs régionaux. De Ok. même, on ne leur demande pas une note officielle. Hein, c'est souvent, quand on demande un avis, on leur demande des alertes, simples alertes, négatives ou positives. Et il n'y a pas besoin qu'ils nous fassent, il ne faut pas les mobiliser de manière officielle en leur demandant de faire un rapport, des choses comme ça. Non, on a juste besoin qu'ils nous donnent des alertes pour qu'on ne découvre pas au dernier moment qu'on a un sujet. Si il faut creuser le sujet pour qu'on puisse décider est-ce que c'est grave ou est-ce que non, c'est un conflit normal, à ce moment-là, on organisera ce travail. Hein, mais évidemment que les DDTM sont l'échelon pertinent, mais, euh, mais, mais à mobiliser par l'échelon régional. OK. Ok, merci. Sur l'ensemble du processus d'évaluation, pour notamment ceux qui nous découvrent, est-ce que vous avez des demandes de précision? Est-ce que ça vous paraît clair? Je vais peut-être aller trop vite. N'hésitez pas. Hein. Ça va? Oui, Yves Dehaye, là, qui vous parle. Alors, je rallume le micro et la caméra. Voilà. Bonjour Yves. Bonjour à tous, y compris à ceux que je croise de temps en temps. Oui, pour moi, je suis bisu, là. Je suis un peu effrayé par la complexité, mais on peut retrouver le mode d'emploi quelque part. Oui, vous aurez déjà mon PowerPoint, évidemment, qu'on vous mettra à disposition. Et puis, vous pouvez m'appeler n'importe quand, d'abord. Mon téléphone sera rappelé, mon mail. Et puis, vous pouvez, à l'issue de cette réunion, vous pouvez toutes et tous dire « Oh là là, c'est trop compliqué pour moi, je ne vais pas avoir le temps. » Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Vous pouvez dire « Moi, cette phase d'évaluation des dossiers, je ne vais pas y arriver. C'est trop chronophage. » Ou même vous me dites « Je ne vais pas pouvoir. » Et à ce moment-là, vous reviendrez que le 4 avril pour choisir les finalistes tous ensemble avec nous. Donc, cette phase d'évaluation des dossiers, entendez bien toutes et tous qu'elle vous est proposée et que vous disposez. Donc, là aussi, vous pouvez très bien demain, mais par contre, dites-le moi assez rapidement pour que je puisse constituer les groupes d'évaluation en étant sûr que j'ai des gens qui vont faire le travail. C'est plus simple pour moi si vous me dites maintenant, ça me semble trop lourd, que si vous me le dites évidemment dans les derniers jours et où ce cas, je serai obligé de trouver un autre évaluateur pour compenser. Hein, donc vraiment, tranquillisez-vous. Et si ça vous semble trop, vous pouvez très bien continuer l'évaluation à nos côtés, mais sur le dispositif, on reprend au 4 avril sur choisir les finalistes sur la base des petites rapports que chacun fera qu'on vous préparera sur les meilleures candidatures au vu des évaluations stabilisées et puis sur les éventuelles alertes. Donc, ça peut très bien être le niveau de participation que vous pouvez choisir. Le palmarès, on décide d'un trophée de meilleure commune. Donc, on a 4 catégories de communes. Donc, c'est la meilleure commune pour la biodiversité dans la catégorie des villages de 0 à 2000 habitants, dans la catégorie des petites villes
de 2 000 à 20 000 habitants. Dans la catégorie des villes moyennes, de 20 001 en fait, habitants à 100 000 habitants. Dans la catégorie des grandes villes, de plus de 100 000 habitants. Et dans la catégorie des intercommunalités. Donc, il y a 5 trophées nationaux. Et une fois qu'on aura choisi ça, le 28 juin, parmi ces 5 trophées nationaux, on en désigne une qui est le porte-étendard de l'année, la capitale française de la biodiversité. Il n'y en a qu'une. Donc, il y a 6 lauréats. Le comité scientifique et technique est souverain pour, on a vu l'année dernière, en 2021, sur eau et biodiversité, a décidé d'un ex-aequo dans une catégorie ou même a attribué un coup de cœur à un deuxième village parce que, voilà, donc le comité scientifique et technique est souverain dans la limite du raisonnable pour décider de choses particulières. Il y a Martin B. de Lara, puis Sébastien Montou, dont je vois la main levée. Martin? Oui, bonjour à tous. J'avais juste une petite question justement par rapport aux finalistes. Gilles, je me souviens plus s'il y a un nombre minimum ou maximum à sélectionner de finalistes ou si ça dépend des années et des dossiers reçus. De notre travail d'évaluation, si on a, là, comme je pense qu'on a un peu moins de candidatures, je pense qu'on ne devrait pas atteindre les sommets qu'on a pu atteindre certaines années avec 25 visites de terrain. Je peux vous dire que 25 visites de terrain, c'est-à-dire presque 5 par catégorie de taille, ça faisait vraiment beaucoup trop en termes de charge de travail. Et on s'est rendu compte qu'on avait sélectionné des gens dont on pouvait savoir à l'avance qu'on ne leur donnerait pas un trophée. Donc, c'est à peu près ça le critère qu'on aura le 4 avril, c'est de se dire, n'allons pas faire une visite de terrain, n'allons pas nous mobiliser les équipes locales pour établir un rapport d'une collectivité dont on est à peu près certain qu'on ne pourra pas lui attribuer un trophée autour du thème cette année. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir 3 maximum par catégorie, ce qui nous fait 3 x 5, 15. C'est bien, mais vous verrez qu'il y a des catégories où on aura moins de candidats. Je pense à la catégorie des villages, il est probable qu'on aura moins de candidats. Donc, entre 10 et 15, ça serait un très bon objectif. Sébastien? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis nouveau, donc je découvre ça. Je me demandais un peu, de manière un peu plus générale, en fait, comment les communes lauréates utilisaient après cette valorisation, cette reconnaissance. Ça amène à quoi, en fait, pour les communes? Et à une échelle nationale, au final, comment ce label, je ne sais pas comment appeler ça aussi, permet à certaines communes de s'engager? Dans quelle mesure c'est un moteur, en fait, pour aller vers de l'action en faveur de la biodiversité? Alors, le principe, c'est un concours. Il y a un règlement du concours déposé chez l'huissier, etc. Ce n'est pas un label. L'objectif, c'est d'identifier, de valoriser et de diffuser les bonnes pratiques des collectivités en matière de biodiversité au sens large dans l'ensemble de leur politique publique. C'est ça l'objectif du concours. C'est un outil de communication, puisque un concours, un palmarès, c'est un outil de communication, mais c'est aussi, au-delà de la partie compétition, entre guillemets, qui est un peu un moteur de motivation, l'objectif, c'est de publier un recueil d'actions exemplaires. C'est vraiment ça, et c'est ça notre premier travail là, c'est de lire des actions proposées pour les proposer au recueil d'actions, pour publier quelque chose qui va permettre de s'inspirer. Donc, c'est à la fois un document PDF et papier, puis une base de données en ligne sur le site internet du concours. Elle ne gagne rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement, c'est que pour la gloire. Pour celles et ceux qui ont un trophée. Mais pour autant, les rapports de visite sont aussi des éléments importants. Ce sont des rapports de visite factuels. Hein. C'est pas, on décrit ce qui est fait, on ne dit pas c'est bien ou c'est mal. Et donc, ça donne, pour la collectivité, fait par des tiers externes, un rapport sur l'activité de la collectivité autour du thème de l'année. Donc, ça aussi, c'est un élément de valorisation qui est important. Et puis, une ressource documentaire qui est importante évidemment pour au-delà. Voilà un peu le travail. La valorisation de l'engagement, c'est vraiment la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Ça, c'est l'engagement volontaire à agir, qui est donc complémentaire. Ce n'est pas le concours. C'est pour ça qu'on lit les deux, avec l'espoir secret que les projets présentés dans le cadre de la reconnaissance territoire engagé pour la nature
vont être accompagnés par les acteurs régionaux ou nationaux et être réalisés, et puis que dans 3-4 ans, ça deviendra sûrement des actions exemplaires du concours. D'accord, merci. On a une boucle, on espère constituer une boucle vertueuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on rentre dans le dur, c'est-à-dire la grille d'évaluation et les critères? Pas d'autres réactions? Il faut ouvrir votre micro, Jean-Pierre. Il faut ouvrir le micro. Non, simplement, c'est juste une petite inquiétude. Comment on va être désigné pour évaluer des actions, hein, c'est ça? Oui, moi je vais volontaire parce que je vais constituer des groupes. En fait, les groupes sont constitués depuis chez toi. Voilà, je vais constituer des groupes là quand je saurai qui n'est pas volontaire en fait. C'est pour ça que j'ai besoin que vous me disiez assez rapidement si vous dites ça m'intéresse de suivre, mais je ne peux pas faire ce travail-là tout de suite d'évaluation des actions. Je fais des groupes dans lesquels je mets au moins un. Alors, vous aurez pour les régionaux, hein, pour les collègues qui ont une action dans leur région, bah, ils auront aussi à évaluer. Je fais des groupes en général de 5 dossiers, 4-5 dossiers à évaluer. Donc, vous n'aurez pas non plus tout à évaluer, évidemment. Hein. Et j'essaie de mettre des profils variés, un régional, un nouveau, un ancien. Voilà, j'essaie d'équilibrer les regards. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, vous aurez forcément, et ce sera un peu le hasard, des dossiers que vous ne trouverez pas bons, et c'est normal. Et vous aurez peut-être des pépites où vous allez sauter de joie en les lisant. Ça, c'est le jeu. Mais tout ça, toutes les actions seront à votre disposition en lecture si vous voulez aller voir d'autres choses. Et si vous avez des gens que vous connaissez, que vous voulez absolument évaluer leur action, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire en plus, et donc elle ne sera pas en triple lecture, mais en quadruple lecture. Et moi, je me débrouillerai pour faire simplement la moyenne sur les 4 évaluations et pas les 3, ou sur les 5 et pas les 3. Bref, sentez-vous libre de vous rajouter du travail si vous le souhaitez. C'est bon? Il y a Mathilde. Mathilde. Bah déjà, peut-être pour rassurer, je fais partie des pas très anciens, mais qui a déjà participé une fois. On a quand même une grille qui vient nous guider un peu. On n'est pas tout seul, vous inquiétez pas. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien accompagné en tant qu'évaluateur. Et je voulais savoir justement, Gilles, tu veux notre retour là maintenant ou tu nous donnes peut-être un petit délai de réflexion et aussi de dernier recrutement de dernière minute. Je vois qu'à l'OFB, pour le moment, je suis toute seule. Il y a Fabien Paquet qui dit qu'il était très motivé, mais là, voilà, pour ce mois-ci, il ne pouvait pas. Mais, si, il y a Hélène. Salut, pardon, Hélène. Bon, on est deux alors. Bon, voilà, Est-ce que tu veux un retour par mail suite à cette réunion ou on se désigne maintenant, mais ça risque d'être un peu long. Surtout que là, je pense que tu allais rentrer justement dans le dur de nous expliquer comment ça se passait l'évaluation et c'est peut-être intéressant de tout de suite rassurer tout le monde. Non, c'est plutôt pour les individus, là, les personnalités qualifiées qu'on a invitées. Essayez de ne pas trop tarder à vous décider si vous voulez simplement repousser jusqu'au 4 avril ou si vous voulez bosser là en février. Pour les structures qui ont plusieurs experts, je pense à Planté-Cité, aux ARB, à l'OFB, au CEREMA, de toute façon, je vous désignerai par nom de structure et vous vous débrouillez ensuite entre vous pour vous répartir les évaluations. Je pense que c'est le plus simple. Donc, je mettrai peut-être l'OFB 3 fois et puis Mathilde, tu verras qui de tes collègues veut. Et puis là encore, si tu ne recrutes pas assez de collègues, il suffit de me dire non, ça fait trop pour nous, on n'est que 2. Et dans ce cas-là, moi, je réorienterai. Et si j'ai trop de candidats, par exemple, du CEREMA qui ont envie de travailler ou de région, là aussi, je rééquilibrerai. Donc, c'est un peu à vous, tête de pont, de répartir. C'est pareil pour les ARB. Si vous êtes, je pense, à Cécile pour l'Occitanie, vous êtes 2 à faire ce petit travail entre Pierre et toi, ou à Thomas en Côte d'Azur, entre Sandrine et entre Stéphanie
Et Thomas, vous répartissez soit au sein d'un groupe, soit si vous voulez faire plus, voilà, vous me le dites, mais je vous laisse organiser les choses. Je vous propose plutôt en tant que structure. Voilà. J'ai noté, donc il y a une chose que je vous précise, c'est qu'on a la chance d'avoir la participation de nos collègues techniciens de La Roche-sur-Yon, notre capitale française de la biodiversité en titre. Et je vois Théophane You qui a levé la main, donc je lui passe la parole. Oui, bonjour à tous. C'est plutôt pour répondre à Sébastien Bontou là, sur l'impact sur la commune du prix. Pour l'instant, nous, on a senti une vraie mobilisation des élus suite à la remise de prix. Donc, en gros, on espère beaucoup. Pour l'instant, on n'était pas engagé en tant que territoire engagé pour la nature. On faisait partie du groupe de suivi, mais on n'avait pas notre candidature, on n'avait pas notre plan d'action élaboré. Et on avait eu des délibérations, puisqu'on n'a pas la compétence biodiversité à l'échelle de l'agglo. Et donc, on avait une volonté, c'est d'y aller à l'échelle de l'agglo. Et maintenant, les élus sont vraiment motivés. Alors Raphaël pourra en parler, mais normalement, demain, on a un comité, un COTEC sur ce sujet-là, sur la candidature thème. Vraiment. Donc, en fait, ça... Et puis, on s'est renseigné un petit peu aussi sur d'autres impacts. La ville de New York, qui l'avait eu pendant un moment, avait dit avec recul, au bout de il y a 2 ans d'émulation, en fait. 2 ans d'émulation où on a on sent que les élus et que les habitants s'engagent plus et sont moteurs sur ces sujets-là. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que la ville de La Roche-sur-Yon, donc représentée par Théophane You, mais aussi par Raphaël Bédom, que j'ai cru apercevoir quelque part, voilà. Donc l'un et l'autre sont notre président du conseil scientifique et technique. C'est la tradition quand les techniciens de la capitale de la biodiversité en titre veulent bien participer avec nous. Ça consiste tout simplement à nous départager en cas d'égalité. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, la voix de La Roche-sur-Yon comptera double. Donc voilà la seule et unique responsabilité qui pèse sur vos épaules à tous les deux. Et que c'est pour quand on a besoin de voter, ce sera le 4 avril pour les finalistes et puis surtout pour le palmarès. Chaque partenaire a une voix. Donc évidemment, quand on est 15 experts qui avons participé aux évaluations, on ne compte quand même qu'une voix, et donc La Roche-sur-Yon comptera une voix, vous vous mettrez d'accord si vous êtes 2 à participer au débat. Donc merci beaucoup en tout cas Raphaël et Théophane de nous accompagner dans ce processus, on en est vraiment très contents. Pour finir sur les gains, il y a un enjeu qu'on constate à la fois d'émulation à l'interne de la collectivité qui peut être lauréate, mais surtout vis-à-vis de ses voisines ou de ses concurrentes amicales. Souvent, on voit des maires qui disent quoi, mais ils ont eu ce titre-là, et pourquoi pas nous? Et donc, il y a cette partie émulation. Et puis, il y a une partie très importante d'échange de bonnes pratiques. Hein, c'est que de fait, on constitue depuis 10 ans un réseau informel. Donc, il n'y a pas un réseau des capitales françaises de la biodiversité où on adhère, où on a des réunions régulières. On est complémentaires des réseaux existants et il ne s'agit pas du tout de le faire à la place, mais ça nous permet quand il y a besoin d'un intervenant pour un colloque, une formation, quand on veut monter des ateliers techniques à destination du public, collectivité dans une région, eh bien d'appeler des gens qu'on connaît, qu'on a rencontrés, qu'on est allé voir sur le terrain, dont on sait ce qu'ils font un peu, ou en tout cas dont on sait ce qu'ils faisaient à une époque où on les a rencontrés. Donc c'est ce travail de partage de bonnes pratiques qui est vraiment le cœur du sujet. S'il y a d'autres questions sur le processus, on les prend. Yves, oui? Oui, par rapport à notre disponibilité, comment peut-on avoir une idée du nombre de dossiers? Est-ce que c'est nous qui choisissons les dossiers? Est-ce qu'ils nous sont attribués? Comment ça se passe? Ouais, moi je vous mets dans un groupe d'évaluation et en gros, en général, il y a 5 dossiers, donc jusqu'à 15 actions à lire et à noter avec la grille d'évaluation que je vais vous commenter juste après.
Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais je pense qu'il faut compter il faut compter au moins une demi-journée de travail vraiment pour lire et appliquer les notes. On ne vous demande pas de faire des recherches complémentaires. On ne vous demande pas c'est vraiment en fait de lire la note, l'action telle qu'elle est présentée et de répondre aux questions. On va regarder. Donc, vous pourrez comme ça mieux comprendre et voir, et y compris me dire quand vous l'aurez reçu, si vous vous êtes engagé, si vous dites voilà, je vais pouvoir en faire que 2, n'hésitez pas, mais du moment que vous me le dites tout de suite pour que je puisse réattribuer ce que vous ne pouvez pas faire à d'autres. Mais l'idée, ce n'est pas de vous surcharger de boulot, hein, c'est que c'est maximum une journée de travail, pas plus. D'accord, merci. Il y avait d'autres demandes de prise de parole que je n'ai pas vues? Non? Non, je pense que c'est bon. Tu as coupé ton micro, Gilles. Pardon. Alors, je vais vous partager tout simplement une grille d'évaluation que je vais prendre presque au hasard. Et je vais essayer de vous partager ma grille. Partager l'écran, fenêtre, grille. Voilà. Donc, c'est un fichier Excel. Alors, vous verrez que je vous le proposerai en ligne, mais je reviendrai sur les... Elles seront toutes pré-remplies. Donc là, vous voyez en bas, il y a des onglets. Chaque onglet correspond à un chapitre. Donc, je vous rappelle, le chapitre 1, et c'est rappelé en haut, planification et aménagement du territoire. On entend ça au sens large. Ce n'est pas forcément que les documents d'urbanisme. Ça peut être une charte, ça peut être un plan volontaire, ça peut être un travail sur le foncier, bref, et ça peut être un aménagement d'écoquartier, tiens, d'ailleurs, une faute. Mais voilà. Donc là, vous avez toujours dans chaque fiche, on peut diminuer ou augmenter, mais pour l'instant, je vous reste sur ça, sur les 10 critères. Le nom de la collectivité. Je vous demanderai de mettre votre nom d'évaluateur ici pour qu'on ait bien la traçabilité de qui a fait l'évaluation. Vous avez le titre. Et parfois, celle-ci, vous voyez, il y a marqué MAGE 2019. Ça veut dire que c'est une mise à jour d'une action qui a déjà été présentée par le passé dans le concours, ce qui est tout à fait possible. Mais ça n'influe rien. On la réévalue quand même parce que le temps a pu passer, etc. C'est juste presque un mémoire. Vous avez ici le lien qui peut vous mener vers le dossier sur le Drive, le Google Drive, mais je vous le donnerai aussi dans le mail qui vous parviendra. Donc, c'est un rappel plus qu'autre chose. Et ici, vous avez dans le dossier PDF de candidature les pages concernées par cette action. 10 critères. Le premier, est-ce que l'action est organisée? Est-ce qu'elle est clairement décrite et ces divers éléments suffisamment documentés et donc publiables? L'objectif, c'est que ce soit publiable. Alors, nous, on peut toujours demander aux collectivités de nous réécrire ou de repréciser des choses en fonction de vos commentaires, mais l'idée, c'est quand même pas de tout recommencer. Dans la note critère, on vous demande là, tout simplement, de mettre une note de 0 à 5, et je vais aller en dessous, elle est rappelée, le barème est rappelé ici, vous voyez. Et le barème est très simple, c'est de répondre par... en fait, la notation vous répond à des questions. Est-ce que donc l'action est clairement décrite et c'est suffisamment documenté? Si c'est oui, ça vaut 4 points. Si c'est non, c'est 0 point. Entre ces deux choses, vous pouvez avoir un oui de manière vraiment exceptionnelle. Dans ce cas-là, vous mettez 5 parce que, waouh, c'est parfait, quoi. Oui, avec des marges d'amélioration. C'est bien, mais vous pensez qu'on pourrait plus. Dans ce cas-là, vous mettez 3. Le 2 est un chiffre qui est, vous voyez, c'est le possiblement, mais le dossier présenté n'est pas assez explicite pour en juger. En gros, vous lisez la fiche action, vous dites, bon, bah, c'est évident que voilà, mais c'est pas tellement pour cette action de rédaction, mais vous verrez que sur d'autres critères, ce possiblement et cette absence d'explicite peut être utile. Le 1, c'est pour insuffisant, donc vous pouvez mettre quand même 1 plutôt que non totalement. Mais vraiment, n'hésitez pas.
quand vous répondez ça, est-ce que c'est clairement décrit? N'hésitez pas, si vous trouvez que oui, bah, vous embêtez pas, vous mettez 4. Et puis, vous pouvez éventuellement mettre un petit commentaire, vraiment quelques mots à peine, ici dans les commentaires, recommandations, questions, si vous le sentez nécessaire, ou pour vous en souvenir quand éventuellement, si on vous revenez en conférence de consensus sur cette action pour discuter avec les autres, vous pouvez là, vous avez un petit espace de notes. Le deuxième critère, c'est l'additionnalité. Est-ce que les objectifs de l'action vont au-delà de ce qui est imposé par la réglementation? Exemple, on vous présente la création d'une mare dans le cadre de l'application de la séquence ERC parce qu'il y a eu une infrastructure, etc. Et à la lecture, il s'agit de l'application de la séquence ERC. Point. Eh bien, ça ne va pas au-delà de la réglementation. Donc la réponse là, est-ce qu'elle est additionnelle? Non, 0. Si en revanche, c'est l'action décrit qu'à l'occasion de la mise en œuvre d'une séquence ERC, la collectivité en a profité pour faire bien plus et pour utiliser l'obligation réglementaire comme un levier pour faire bien plus, à ce moment-là, ça va au-delà de la réglementation et c'est complètement différent. Vous voyez, donc il y a là cette appréciation qui peut parfois être délicate. Donc c'est là aussi que vous pouvez vous réserver du 3 ou du 2, je ne suis pas sûr, etc., avec du possiblement, mais ce n'est pas explicite. Impliquante, est-ce que l'action associe plusieurs parties prenantes, internes à la collectivité, externes à la collectivité, et est-ce qu'elle assure une coopération suffisante entre ces différents acteurs? Donc là, nous, on aime vraiment bien traditionnellement des actions qui ne sont pas faites que par la collectivité toute seule, mais où elle s'appuie sur des associations, où elle a des financeurs extérieurs, etc. Évidemment, c'est à prendre en compte en fonction de l'échelle de la collectivité. Ce n'est pas du tout la même chose pour un petit village et pour une grande métropole. Donc, à vous d'adapter en fonction du contexte sur cette réponse à cette question. Quatrième critère, est-ce qu'elle est cohérente, cette action? Est-ce qu'elle a un lien suffisant et explicite avec le ou les écosystèmes, là où les fonctions écologiques concernées? C'est une question vague, mais qui peut aussi, dans l'écosystème, parce que notre entrée, c'est biodiversité, mais c'est évidemment, est-ce qu'elle est cohérente en termes d'approche paysagère, par exemple? Sentez-vous libre, là aussi, d'interpréter la question. Si dans l'exposé, on voit qu'ils ont fait des actions qui vont totalement à l'encontre de l'objectif qu'ils poursuivaient et qu'ils ont exposé au tout début de l'action, non, ce n'est pas cohérent. Ça vaut 0. Là aussi, n'hésitez pas à répondre, non pas par une échelle de valeur de chiffres, mais bien en reprenant le barème pour vous poser la question et répondre en fonction du barème. Contextualiser, est-ce que l'action comprend une phase préalable relative à la connaissance de la biodiversité et ou du fonctionnement des écosystèmes? Je rajoute, ça peut être aussi un diagnostic pour les actions, notamment dans d'autres chapitres, de perception, diagnostic artistique. Mais est-ce qu'il y a cet effort de diagnostic préalable? Pour certaines actions, l'action elle-même est un diagnostic. Donc, la réponse est oui pour ces actions, puisque ça veut dire quand même qu'on s'intéresse à ce qu'il y a en place. Est-ce qu'elle est mesurable? Donc, est-ce que l'action comprend une méthode d'évaluation des impacts et résultats? Donc, c'est ce qui s'est demandé. Ça peut être une méthode variable, ce n'est pas forcément des très grosses méthodes, mais qu'au moins, il y a quelque chose qui permettra de dire oui, ça a marché ou pas. Impactante, est-ce que l'action aura des effets positifs, directs ou indirects, significatifs sur la biodiversité? Là aussi, c'est parfois difficile à évaluer, mais on compte sur votre expérience et votre bon sens pour vous dire oui, ça devrait plutôt faire du bien, ou non, ça va être pire et ça va vraiment poser problème. Ambitieuse,
la collectivité met-elle suffisamment de moyens techniques, financiers, de personnel à disposition de l'action au regard de ses objectifs, de la taille de la collectivité et de son contexte. Là, c'est évident que si vous avez une très grande ville qui vous dit j'ai désimperméabilisé 3 mètres carrés de trottoir et j'ai planté quelques fleurs, on pourra se dire que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'une ville de 400 000 habitants. Bon. Alors que si c'est un village de 225 habitants qui a fait ça avec que du bénévolat, eh ben, peut-être qu'on se dira, bah, ouais, c'est génial. Donc, vous voyez, là, il y a cette question de l'ambition qui est aussi à mettre en relation avec le contexte, la taille. On sera peut-être une collectivité en plein milieu naturel et une collectivité avec beaucoup de difficultés, très urbaine, hyper dense. C'est pareil, le contexte peut changer l'appréciation du caractère ambitieux. Thématique. L'action est-elle explicitement et directement reliée au thème paysage et biodiversité, pardon. Eh bien, là, c'est quand même l'idée de rester dans le thème hein, et d'avoir un recueil thématique. Donc, c'est pareil, si vous avez des choses qui vous semblent ne pas relever du thème, eh bien, notez-le en conséquence. Ça peut être un peu difficile parce que parfois, c'est un peu indirect. Donc, là aussi, c'est des choses, si vous n'êtes pas sûr, assumez votre note et puis on en discutera ensuite en conférence de consensus entre évaluateurs. Dernier critère, l'action s'inscrit-elle dans l'action publique pour la biodiversité aux autres échelles, intercommunales, régionales, nationales ou internationales? Là, ça ne veut pas dire qu'on demande à ce que le village ait candidaté à quelque chose de national, mais si, par exemple, ce qui est fait sur la commune est fait au nom de la trame verte et bleue, de la restauration du bon état écologique des milieux, de la protection de la ressource en eau, voilà. L'idée, c'est que on sent bien qu'ils ont compris qu'ils participent à quelque chose qui ne se limite pas à leur propre territoire, mais qui s'inscrit. Alors, si en plus, il y a une liée, par exemple, quand ils ont fait un lien explicite avec leurs voisins, bon, alors c'est parfait, mais ça peut être simplement parce que c'est une action qui répond bien à des objectifs internationaux ou nationaux de protection de la nature ou de protection des paysages. Voilà pour ces 10 critères. 3 d'entre eux peuvent éventuellement mener à même si la note est bonne, peuvent nous mener à ne pas sélectionner l'action pour le recueil d'action. Donc, si la note moyenne, donc un canton ici, je vous montre, on met, je sais pas, je vais mettre 3, 5, 1, 2. Vous avez tout de suite la moyenne qui se fait en bas, vous n'avez rien à faire. C'est une moyenne sur 25. Et si la note est très bonne, mais que, par exemple, dans organiser, on a une note inférieure à 3, ou dans additionnel, on a une note inférieure à 3, qui est la moyenne, ou dans thématique, on a une note inférieure à 3, automatiquement, on en rediscutera. Si vous êtes tous unanimes entre évaluateurs pour dire que, par exemple, l'action est hors sujet, eh bien, on ne la mettra pas au recueil d'action. Même si elle a une bonne note, même si elle est super intéressante, mais elle n'est pas dans le thème. C'est de la même manière, si elle n'est pas rédigée, elle sera exclue. Et si vous êtes tous unanimes sur le fait que c'est juste l'application de la réglementation, elle ne sera pas mise dedans. C'est les trois critères qui peuvent être excluants simplement. Enfin, vous avez dans le bas de la feuille fiche action, ici, de quoi mettre 1, 2 lignes. Vous n'êtes pas obligé de nous mettre un roman. Hein. Mais pour vous, une fois que vous avez lu l'action, que vous avez fait votre petite notation, qu'est-ce qui vous en reste? Les points forts de l'action, c'est en quelques mots hein, ce qui vous semble vraiment intéressant. Et puis, si vous avez des idées de points de progrès ou de recommandations pour la collectivité en termes d'amélioration ou encore de se dire, tiens, ça pourrait être encore plus génial si ils avaient associé une association naturaliste sur tel ou tel sujet, par exemple, ou s'ils avaient demandé au paysagiste conseil de l'État de son avis. Enfin, voilà, vous avez cette possibilité-là qui vous est donnée. Et voilà la fiche. Donc, ça, c'est une fiche.
Et puis, vous en avez donc des onglets et vous avez exactement les mêmes critères pour la partie chapitre 2, biodiversité locale, gestion et suivi, paysage et biodiversité. Ici, vous voyez le cas d'une collectivité qui n'a pas présenté d'action, donc elle est hors compétition. Donc, évidemment, s'il n'y a pas d'action présentée, vous n'avez pas à évaluer cet onglet-là. Vous passez à l'onglet suivant, l'évaluation du chapitre 3, qui est donc le chapitre biodiversité et citoyenneté. On entend dans ce thème tout ce que la collectivité fait pour associer ses parties prenantes. Donc, ce n'est pas seulement le grand public ou seulement les publics scolaires, ça peut être pour une intercommunalité ses propres communes au sein de l'interco, ça peut être les bailleurs sociaux, ça peut être une zone d'activité commerciale avec laquelle la collectivité travaille. Bref, on est vraiment sur des choses assez larges en termes de, voilà, en termes de termes citoyenneté. Et donc, les questions sont toujours les mêmes. Donc, vous voyez bien que parfois, il va falloir faire preuve d'agilité un peu mentale, parce que, est-ce qu'il y a une phase préalable à la connaissance de la biodiversité ou au fonctionnement des écosystèmes? Parfois, pas trop, mais ce n'est pas très grave, parce que peut-être que, en revanche, dans les partenaires, ça va. Donc, c'est bien pour ça qu'on a une note moyenne. Voilà pour la présentation de cette grille. Je m'arrête là pour pouvoir arrêter le partage et vous laisser réagir, témoigner pour ceux qui en ont l'habitude, poser des questions pour ceux qui découvrent. Il y en a que ça a effrayé. Vas-y, Cécile. Oui, je me demandais dans les évaluateurs, est-ce qu'à chaque fois, il y a un expert du paysage parce que bon, l'année dernière, sur l'eau, par exemple, en interne à RB, on pouvait avoir des personnes qui étaient relativement aguerries sur le sujet. Voilà, sur le paysage, il pourrait y en avoir moins. Voilà, c'est pour savoir un peu comment tu constitues les groupes d'évaluateurs, que ce soit pour la grille que pour les visites. Oui, on a la chance d'avoir là des personnalités qualifiées, au sens voilà, qui nous rejoignent cette année sur le thème. Donc, Sébastien Bontou, que je vois là à mon écran, qui est spécialiste de l'écologie du paysage, si je ne m'abuse, au sens écologue, mais dans une école du paysage. Jean-Pierre Thibault, qui est lui aussi spécialiste du paysage. Et puis, on est rejoint aussi par des membres de la direction, donc de la partie paysage, de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, aux côtés de nos collègues habituels des écoquartiers et de la direction de l'eau et de la biodiversité. Et puis, j'oublie peut-être d'autres qu'ils se fassent connaître dans ceux qui nous ont rejoints. Yves Dehaye, bien sûr, qui est paysagiste. Voilà, donc l'idée, c'est bien évidemment que dans chaque groupe, je mette une de ces personnalités qualifiées. Il y a Valérie Kaufmann, que vous connaissez depuis longtemps, qui est une des fidèles de notre comité scientifique et technique, et qui est bien évidemment paysagiste. Donc voilà, il y a dans les équipes du CEREMA probablement des paysagistes qui ont été… Nous sommes deux là actuellement. Voilà, qui ont été mobilisés. Aurore Mican est paysagiste elle-même. Donc ouais, l'idée, c'est bien que qu'il y ait des compétences de paysagistes et d'écologues en même temps dans chaque groupe. Donc, oui, je vais essayer de vous répartir, mais peut-être même qu'il y aura assez pour que vous soyez à plusieurs. Mais je vais essayer de faire au mieux. Si jamais, quand vous voyez les groupes constitués, j'essaierai de vous mettre tout à disposition. Vous voyez des erreurs flagrantes, vous direz. Sébastien. Je crois qu'il y a la main levée. Oui, merci. Bah, du coup, c'est quand même bien clair. J'avais par contre deux questions. Au final, je vois que dans les critères, le critère biodiversité, impact sur la biodiversité, se trouve en fait au même niveau que tous les autres critères, même que la rédaction, en fait, la qualité de rédaction. Oui. Du coup, ça m'interrogeait un petit peu, en fait. Et pourquoi pas un coefficient supérieur, mais je pense que vous avez déjà posé la question, et même s'il est lié aussi aux autres critères, il y a des liens avec les autres critères. Et puis en lien avec la question précédente, savoir un peu qu'est-ce que vous entendez derrière le terme paysage, qui est quand même un mot très, très, très large.
Et du coup, est-ce que justement c'est une entrée écologie du paysage, bon, et du coup une entrée plutôt échelle, on va dire, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas juste à un petit habitat local, mais plutôt à un assemblage d'habitats, ou alors comment un habitat est soumis à un contexte, ou est-ce que ça, donc là c'est plutôt une entrée qu'écologique, ou est-ce que ça s'ouvre également à des entrées un peu plus socio-écologiques, justement en termes de perception, d'usage, d'affect, de choses comme ça, qui est aussi une autre acception du terme paysage. Bien sûr, bien sûr. Alors, sur cette deuxième question, l'objectif, c'est vraiment d'être hyper large. Donc, c'est paysage, mais dans toutes les possibilités. Ça va être, si c'est trame verte et bleue et vraiment déplacement des espèces et que c'est de l'écologie du paysage, ça nous va. Si c'est de l'activité artistique, de la perception, ça nous va aussi. On ne se donne pas de limite. Et sur la biodiversité, la seule limite qu'on se donne, c'est pareil, on n'a pas, on dit pas, il n'y a pas seulement le sauvage ou l'horticole, mais c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un lien avec le vivant spontané, c'est-à-dire que si la biodiversité pour nous, c'est pas que on a planté des arbres ou des fleurs, c'est voilà, donc c'est le vivant, mais le vivant avec au moins une fonction de relation avec le reste du vivant non maîtrisé. Si par exemple on est sur une activité agricole, la simple fait de cultiver des tomates, pour nous, ne suffit pas à dire on parle de biodiversité, même si on sait bien que c'est du vivant, que ça fait partie des fonctions écologiques. Par contre, si on nous dit on cultive des tomates et puis on a laissé des interrants avec des plantes spontanées pour faire de la lutte biologique intégrée, là ça commence à nous intéresser. Donc, il n'y a pas de limite. C'est vraiment ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une palette large de la manière dont ces choses. C'est le « et » qui compte dans le thème, en fait. C'est paysage et biodiversité. Et ce qui nous intéresse le plus, ça va être le rapport entre une approche d'écologie et des espèces qui peuvent vivre là, ou une approche de perception et des fonctions écologiques. Et puis, sur la première question, sur le poids de la question biodiversité, en fait, elle est dans plusieurs critères. Le critère additionnel, ça va au-delà de la réglementation, c'est au-delà de la réglementation en faveur du paysage, mais de la biodiversité aussi. La question 10 sur est-ce que ça s'intègre dans des objectifs, des politiques publiques plus larges. Donc, en fait, la biodiversité est un peu partout, mais oui, nous, on n'évalue pas... on peut être capitale française de la biodiversité, être une ville avec très peu de richesse biologique, parce que ce qu'on évalue, c'est des actions, c'est des politiques publiques avec des acteurs qui peuvent associer des acteurs publics et privés d'ailleurs. Donc, si quelqu'un part de très très loin, à une très très mauvaise situation du point de vue de la richesse biologique ou de l'abondance, mais que ces actions sont extraordinaires pour justement améliorer les choses, ça nous va. On n'est pas sur une approche quantitative ou qualitative du point de vue de la biodiversité, mais bien sur l'action publique. Dernière précision, vous pouvez avoir des actions qui sont portées non pas par la collectivité, mais par un de ses partenaires. Soit son interco, si par exemple la compétence est intercommunale, soit une association. Ce n'est pas un problème pour nous, à condition que la collectivité soit associée à l'action du début à la fin. Qu'il est évident que c'est explicite, que c'est sur du foncier à elle, ou c'est parce que on imagine bien qu'une intercommunalité qui a la compétence gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, on ne va pas faire des travaux sur une commune sans l'accord de la commune, mais il faut évaluer ça dans ces cas-là, de se dire, tiens, est-ce que c'est clair le rôle de la commune par rapport au maître d'ouvrage? Comment elle se situe. Ça peut arriver, c'est souvent des sujets qu'on débat ensuite ensemble. Je vois en particulier une action totalement étrangère à terme d'année peut-elle néanmoins arriver en finale. Non, en fait l'idée c'est que si on scie une action exemplaire est écartée parce qu'elle est hors sujet, en fait votre collectivité elle a plus que peut-être 2 actions exemplaires et pas 3.
Or, notre critère de sélection pour les visites de terrain, ce sera toutes celles qui ont 3 actions exemplaires. Toutes celles qui nous ont déjà montré qu'elles avaient 3 trucs qui nous donnent envie d'aller les voir pour voir tout le reste de ce qu'elles font sur le thème paysage et biodiversité. Donc, nos finalistes, théoriquement, c'est des gens qui vont avoir, dans un champ large, tout autant sur les 3 chapitres, montré qu'elles faisaient des choses intéressantes au vu du thème de l'année. Ceci étant dit, c'est possible si on a dans une catégorie que des collectivités, notamment les plus petites, qui ont que 2 actions exemplaires, qu'on se dise, oui, on y va même si elles n'en ont que 2, parce qu'elles ont sûrement d'autres choses à montrer. Est-ce que d'autres questions? Et Jean-Pierre Thibault. Je pense que c'était sur cette question, Jean-Pierre, ou la main est levée? Pas uniquement. Excusez-moi, non, c'est juste pour réagir un petit peu sur la fameuse thématique de l'écologie du paysage. Dire qu'il me semble important, quand on démarre ce processus, de bien avoir en tête que nous sommes vraiment dans ce qui est intéressant dans cette thématisation, c'est des croisements de disciplines, même qu'il y avait peut-être l'hydrologie et la biodiversité l'an dernier. Donc, il faut que véritablement, on n'ait pas simplement le paysage comme une sorte de succès d'année ou une des facettes de la biodiversité. Le paysage, c'est vraiment, il y a une définition légale, il y a une définition internationale, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Et c'est bien grâce au paysage qu'on va sans doute gagner du monde à la biodiversité. Donc, ce n'est pas simplement en étant suffisamment large dans la conception de la biodiversité, c'est véritablement en croisant les disciplines. Ça me paraît vraiment important de partir là-dessus. Parce que sinon, on va être un petit peu frileux quand on aura des choses qui seront très intéressantes sur la biodiversité, mais dont la perception ne sera pas l'objectif principal. Je crois que vraiment, il faut qu'on ait en tête la définition légale du paysage, tout simplement, et le côté universel de cette définition, paysage dégradé comme paysage de qualité, la ville comme la campagne, enfin tout ce genre de choses. Sinon, effectivement, on est dans la biodiversité élargie, ce qui n'est pas, à mon avis, l'intérêt de cette année. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, c'est important de rappeler que c'est tout autant urbain que rural. On n'a pas de… Vraiment. Et puis, vous verrez qu'il y a des échelles différentes. Il y a des actions qui vont être de l'ordre de la transformation paysagère de l'espace urbain. Et ce n'est pas que le végétal, et ça n'est pas que la protection. Exactement. Et puis, vous verrez qu'il y a des actions où vous vous direz… Le gain pour la biodiversité par une action de végétalisation urbaine des trottoirs, il est probablement léger, ok. Mais en revanche, la perception, la transformation clairement de la manière dont on vit, la rue, etc., vous direz peut-être c'est vachement bien et c'est bien une transformation paysagère. Puis peut-être qu'il y en a d'autres où, en lisant les choses, vous direz non, là, c'est trop éloigné. Donc, c'est ça qu'on vous demande de faire. Et comme vous êtes à plusieurs regards à le faire et qu'on fait une moyenne, et qu'en plus, ensuite, si vous êtes vraiment très divergent sur cette moyenne, vous aurez un moment d'échange. Ce moment d'échange en petite visio permettra éventuellement de confronter les points de vue, les disciplines, pour se dire ouais, en fait, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, voilà, pas de pression, mais pas non plus d'œillères trop forte sur ce thème. D'autres réactions? J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur si l'on pouvait rappeler la définition du paysage. Je ne sais pas qui me parle. Yves Dehaye. Yves, oui. Pardon. Je peux me risquer à rappeler cette définition sous le contrôle notamment de Jean-Pierre Thibault. En fait, elle est issue, je pense, Jean-Pierre, que vous pensez à ça, de la charte européenne du paysage, dite de Florence, qui a été… Pardon ? La Convention européenne du paysage. La Convention de Florence, qui a été élaborée en 2000 et transposée en droit français en 2006 ou 2007. 16. Ouais. Vous avez… dans la loi biodiversité, précisément. Voilà. Sébastien nous a mis un extrait. Et puis après, c'est ça. Et après, elle est rentrée dans les textes réglementaires en 2016 avec la loi sur la biodiversité.
Alors, je disais que j'allais me risquer à rappeler la définition, qui, me semble-t-il, est la suivante. C'est l'étendue de territoire telle que perçue par les populations, résultant de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. Ouais, très bien. Voilà. Bravo. Et je Et poursuis, Sébastien nous pardon. l'a rappelé dans le chat. Hein. Voilà, et je poursuis. Il y a les paysages emblématiques, pittoresques, où généralement, quand on pense paysage, on pense tout de suite à ça. Mais justement, le texte précise bien qu'après, il y a ici les paysages du quotidien, ou banalisés, et les paysages dégradés. Et il faut bien penser aussi à ces deux dernières catégories. Oui, merci beaucoup. On est parfaitement en phase. Et ce qui est intéressant là pour nous, c'est dans les interrelations, c'est les interrelations avec le vivant, donc les humains, mais aussi le vivant non humain. Donc voilà. Donc ça va être, je pense, hyper riche. Vous allez voir des choses et vous allez lire. Je ne veux pas vous déflorer, mais vous allez lire des choses où vous allez vous poser la question, est-ce que c'est dans le thème? Et ça, c'est chacun qui va y répondre. Et on verra après ce qui en sort. Il y a des choses qui vous sembleront évidentes. Vous direz, bah ouais, là, c'est bingo, c'est parfait. Mais ça va être intéressant de regarder comment vous regardez ça. D'autres réactions, témoignages d'anciens sur des. Est-ce qu'il y a des tips, Valérie, oui? Oui, du coup, pour témoigner sur la grille, c'est vrai que la grille, elle est très, très intéressante parce qu'en fait, c'est une construction d'aide à la réflexion. En fait, chaque thème, chaque entrée vient compléter les autres entrées. Donc, il n'y en a pas une qui est plus ou moins importante. Et par exemple, moi, je me souviens sur une des années où la rédaction d'une fiche nous a aidé à se dire que le projet, il ne tenait pas parce que c'était tellement mal rédigé que finalement, la clarté des idées, tout d'un coup, c'était évident qu'il n'y avait pas de relation entre les choses et que c'était pas du tout clair. Donc, en fait, c'est une espèce d'aide à la décision qui se construit de critère en critère. Donc, pour moi, ils sont vraiment tous bien choisis. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on arrive tous avec, enfin, moi, c'est pour ça que je suis là et que je suis fidèle à ce concours, c'est que je trouve que c'est très intéressant puisqu'on arrive tous avec notre entrée particulière et qu'on a vraiment ces temps de débat, je veux dire, qui peuvent être quand même assez têtus, je dirais, sur le positionnement de chacun. Et on a vraiment, c'est des temps aussi d'apprentissage des savoirs, des modes de faire. Et que, enfin voilà, pour moi, c'est intéressant de l'aborder comme ça aussi. C'est vraiment des temps d'échange extrêmement privilégiés sur des choses très précises aussi. Et le fait que, surtout sur ce thème-là, le fait qu'on soit dans des projets et pas dans de la nébuleuse, qui est quand même peut être très souvent le cas. Enfin, nous, on le voit bien sur des choses qui sont avec des belles paroles, mais très peu d'actions. Donc là, on est sur des actions. Donc voilà. Donc en fait, pour dire que les choses se font finalement assez naturellement, quoi, en gros. Et sur la méthodologie, mon conseil, c'est bien évidemment de tout simplement commencer par lire le texte, voilà, tout simplement, regarder éventuellement les photos, de regarder la taille de la commune, quelques réponses de son contexte, si nécessaire, d'aller faire un petit tour sur la page Wikipédia pour se rendre compte un peu dans quelle région c'est, des choses comme ça, mais vous n'avez vraiment pas besoin de faire plus. Et puis ensuite, de reprendre cette action-là en vous posant les questions de la grille, éventuellement en relisant pour dire tiens, finalement, est-ce que c'est explicite, est-ce que c'est dit ou pas, et puis de vous livrer à cet exercice de manière assez naturelle. Hein. Vous ne cherchez pas à forcément faire un très gros travail réflexif, hein, mais vraiment à faire cette évaluation. L'idée, c'est d'être comme des pré-lecteurs, hein, pour donner quelque chose qui va être intéressant à lire en recueil d'action pour les suivants. Enfin, ceux qui seront les destinataires finaux. Ça va? Ok. Alors, j'ai dû tout remettre. Alors, je vais revenir sur mon diaporama
Ça va pas aller. Attendez, je vous demande une seconde. Je ne maîtrise pas. Hop. J'arrive. Fenêtre. Donc, vous retrouverez une grande partie de ce que je vous ai dit, écrit noir sur blanc. Ça, c'est ce que je vous ai dit sur la thématique. Il peut arriver que vous lisiez une action intéressante, mais que vous vous disiez, c'est une action qui est une action de planification. Ils me l'ont mise dans citoyenneté ou dans gestion et suivi, mais c'est de la planification. Et dans ce cas-là, vous nous le mettez en commentaire. Et on peut très bien la requalifier pour qu'elle soit mise dans cette catégorie-là. C'est pas un problème. Donc, n'hésitez pas à le marquer, mais à le signaler dans le commentaire général de la fiche. Comment on va vous les mettre à disposition? À partir de lundi prochain, on vous mettra tout disponible sur Google Drive. Je vais tout de suite, je vous le dis, pour ceux qui ont des problèmes techniques, des difficultés, qui n'ont pas accès à Google Drive, qui ne sont pas fans de l'informatique, aucun problème, vous me mettez un mail individuel, vous m'appelez, je vous envoie par papier, par tous les moyens que vous préférez. Donc, on vous propose un système général et vous disposez, et vous n'hésitez pas à me dire individuellement si vous avez besoin, si par exemple certains d'entre vous n'accèdent pas à Google Drive parce que leur entreprise ne veut pas ou je ne sais pas quoi, je trouverai la solution pour faire. Mais le cadre général, c'est que dans chaque dossier, je vais vous les montrer, vous avez différentes choses. Alors, si j'arrive à montrer, si je fais ça, ça arrête le partage, oui. Où est-ce que j'ai mon drive? Il est là. Et donc, je repartage. Si j'y arrive. Partager. Ce n'est pas très fluide. On va aller sur tout l'écran et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Là, normalement, vous voyez mon drive dans lequel, donc, sur mon drive, j'ai plein de choses. Je vais avoir CFB 2022, les candidatures, et par abréviation de région, Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez avoir l'exemple d'une collectivité qui ne vous est pas soumise à évaluation, Satola, c'est bon, mais que vous pourrez aller voir, dans lequel vous avez un document PDF qui est sa candidature, et ses éventuelles photos. Elle n'est pas soumise à évaluation parce qu'elle fait partie des collectivités dont les actions ont été rejetées en première lecture. Mais vous pouvez aller voir. Et si vous êtes curieux, voir. Donc là, si je vous le montre, pour essayer de me justifier, je ne sais plus ce qu'elle nous a montré, mais voilà, typiquement un PADD. Voilà, vous voyez, il y a vraiment très peu de rédaction. On ne sait rien. Il y a 3 lignes, 3 petits tirets, et c'est vraiment insuffisant. Ou alors, vous voyez là, objectif, aménager, créer un nouvel espace au cœur du village. Les mesures mises en œuvre, c'est vraiment très, très léger. Ce n'est pas rédigé, donc je ne vous l'ai pas mis en évaluation. Si vous considérez que je vais trop loin, vous voyez encore la 3e action, là, c'est hors sujet, c'est du compostage. Donc, pour différentes raisons, c'est pas soumis à votre évaluation. Si je prends l'autre dossier, Grenoble Métropole, quand je clique dans le dossier, je trouve le dossier PDF de la collectivité. Vous pouvez très bien le consulter en ligne comme ça ou le télécharger. Donc, consulter en ligne, vous appuyez et puis avec ici, vous faites défiler et vous pouvez agrandir avec le zoom, etc. Ou alors, vous le téléchargez avec ici cette petite chose et vous l'ouvrez chez vous avec Adobe Acrobat Reader, par exemple. Donc, c'est là que vous allez trouver dans les différentes pages les choses. Il y a des photos qui sont soumises, alors qui peuvent être des photos ou éventuellement des PDF. Donc, typiquement, voilà, une illustration du référentiel de paysage de cette orientation d'aménagement et de programmation, paysage et biodiversité, si je ne m'abuse de mémoire. Et puis, quand on revient là, vous avez un dossier évaluation dans lequel vous trouvez vos fiches, donc que je viens de vous montrer au format Excel, et qui seront préfléchées pour votre structure. Donc, ici, j'ai mis Lara, c'est un exemple, hein, Lara, quelqu'un de la DHUP. Donc, vous avez juste à cliquer dessus, et vous êtes sous Google Sheet,
c'est-à-dire que vous êtes directement, vous pouvez la remplir en ligne. Vous avez ce que je vous ai montré, qui est immédiatement, vous pouvez la remplir. Ça enregistre au fur et à mesure. Vous n'avez pas à vous soucier. Une fois que vous avez fait les choses, vous passez à l'onglet suivant. Vous n'oubliez pas les onglets en bas. Et quand vous avez fini, vous fermez. Vos modifications sont enregistrées. Si jamais vous préférez travailler hors ligne, eh bien, vous faites un clic droit et vous téléchargez le document. Et soit vous le remettez ensuite sur le Drive, soit vous me l'envoyez par mail au choix. Voilà comment je vais vous proposer de fonctionner cette année. Et encore une fois, si ça vous semble trop compliqué, je peux vous envoyer tous les dossiers par WeTransfer et puis vous me renvoyez vos évaluations par email. Est-ce que je arrêter le partage pour ne pas vous montrer toute ma vie? Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette organisation technique? Il y a une question dans le chat, Gilles, de Nicolas Livy de la Nouvelle-Aquitaine, la RB Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut rester sur des candidatures de notre région ou bien cela risque de faire conflit d'intérêts dans la mesure où on aurait pu être amené à les accompagner dans le cadre de TEN et ainsi se retrouver jugé parti? Alors, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, on a besoin de votre évaluation régionale. Au moins, on a l'acteur régional, on vous demande de faire l'évaluation. Mais vous serez en triple lecture au moins avec d'autres qui ne se connaissent pas et qui n'accompagnent pas. Et ça peut, si vous avez été honteusement chauvin et que vous avez mis 5 à toutes les réponses à votre territoire que vous accompagnez, que vous connaissez par cœur, vous devrez vous en expliquer face à des purs étrangers qui, eux, auront peut-être mis des notes très, très différentes. Et en conférence de consensus, eh bien, vous devrez convaincre que pourquoi vous avez mis des notes si fortes. Donc, aucun problème. On a besoin, y compris du regard régional, pour ne pas être totalement hors sol et pour ne pas passer à côté de choses. Maintenant, si vous connaissez le territoire, qu'il fait des choses super, mais qu'il ne les a pas écrites dans sa fiche action, ça pose quand même question, quoi. C'est-à-dire que la fiche action elle est destinée à être publiée. Donc, mais c'est là que vous avez une marge ensemble, collectivement, pour éventuellement dire, bon, ben, il manque cet élément phare, mais peut-être qu'on peut leur demander de la rajouter avant publication. Bref, à vous de voir le niveau. De même, il y a des régions où on vous demandera d'évaluer pour des régionaux. Si vous n'avez que 2 dossiers dans votre région, je vous mettrai en évaluation sur d'autres régions. Donc, on aura aussi des régionaux qui évalueront d'autres régionaux. Voilà. Hélène nous demande est-ce qu'il y a suffisamment d'évaluateurs. On verra, je pense qu'il y a suffisamment, mais c'est plutôt à l'inverse. Si dans vos équipes notamment de direction régionale de l'OFB ou de la délégation locale du CEREMA, vous avez des gens dont vous pensez que ça peut les intéresser, vous n'hésitez pas, ils peuvent participer au processus. Vous pouvez leur proposer de le faire, mais je pense qu'on n'est pas en grave manque. Mélanie, à la main levée. Oui, c'est en complément un petit peu aussi de la question qu'Hélène vient de poser. Je l'avais mis plus haut, mais je pense qu'elle a disparu dans le listing du chat. Par rapport aux sollicitations que vous avez pu faire en amont pour trouver des évaluateurs, je me posais la question si des personnes étaient envisagées pour les CAE des Hauts-de-France. Voilà, j'ai en tête un petit peu quelqu'un en particulier qui a aussi une casquette d'écologue. Mais comme en effet, on est au niveau national, je ne sais pas voilà, jusqu'où l'info a peut-être pu arriver au niveau des CAE départementaux. Non, à ma connaissance, on a la Fédération nationale des CAE qui est représentée par Valérie Kaufmann, la directrice du CAE de l'Essonne, mais on n'est pas redescendu dans les CAE. Donc, c'est vraiment justement ces opportunités que vous, dans les collectifs régionaux pour la biodiversité, si vous avez des collègues que vous connaissez, à qui vous avez envie de proposer de participer à cette évaluation, n'hésitez pas. Mais tenez-moi au courant. C'est-à-dire que passer un coup de fil à quelqu'un en disant « Tiens, est-ce que ça t'intéresserait de participer ?» Il y a un petit truc à regarder, un petit mode d'emploi, ou il m'appelle et je lui
donne le mode d'emploi, mais avec grand plaisir. On n'est pas du tout fermé. Mais la base, c'est vraiment de dire, on propose, vous disposez. Il n'y a rien d'obligatoire. Parce que parfois, les gens peuvent se sentir obligés de participer. C'est vraiment, il faut leur dire, non, c'est si vous avez envie. OK ? Donc, ça peut venir de nous plutôt par une porte d'entrée TEN. C'est pas Exactement. enfin, c'est sûr que voilà, ça ne va pas à l'encontre des démarches qu'ont pu faire en effet Non. les FED-DCAE. Et aucun problème, même pour vous dire, moi j'ai envie d'associer et de rajouter un évaluateur. C'est-à-dire que ça peut être, il y avait 3 évaluateurs prévus, et puis vous avez rajouté quelqu'un du CAE qui était volontaire, ça fait un 4e évaluateur, c'est très bien. On fera la moyenne sur 4 et pas sur 3. D'accord ? Vous pouvez, certains font aussi une double lecture entre collègues, c'est-à-dire qu'ils remplissent leur grille, mais en fait, ils sont 2 à avoir lu la fiche. Et ils font une évaluation à 2, même si elle vaut que pour 1. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou des réactions? N'hésitez pas. Ça vous paraît clair? Bien, je regarde si ce que j'avais à vous donner en plus. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Donc moi, j'ai fini. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, si tout est clair pour vous, on peut vous libérer. Jean-Pierre. Il faut ouvrir le micro. Une main levée, c'est un bravo. Ah, ben c'est gentil. Ah, je n'avais pas vu. Ouais. Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Hélène? Hélène, ouais, j'ai peut-être juste été inattentive un moment. Donc là, j'ai bien noté que les éléments allaient être mis sur le Google Drive et on va avoir un message qui va nous dire, ouais, c'est ça, en parallèle, qui va nous dire ce qu'on a fait. Je vais vous adresser un email à chacun quand j'aurai constitué les groupes. Par groupe, je vais vous adresser un email en vous disant voilà les collectivités qu'on vous demande d'évaluer, voilà les ressources et avec les liens directs vers les ressources, le lien vers l'ensemble des dossiers si jamais vous avez envie d'être curieux d'aller voir des choses ailleurs. Ça va sans dire, mais je le précise, ça va mieux en le disant, tous ces documents sont confidentiels. C'est-à-dire que nous ne diffusons pas à l'extérieur les dossiers de candidature, tout simplement parce qu'ils pourraient être utilisés par des opposants. Voilà, on ne veut pas mettre en difficulté les collectivités ou les techniciens par rapport à leurs élus. Bref, donc tous ces documents sont confidentiels. Ce qui est public, c'est les rapports de visite. De même que nos évaluations sont confidentielles, on ne les transmet pas telles que aux collectivités. On leur fait un retour plutôt oral en général pour leur dire pourquoi leur action n'a pas été retenue. Parce qu'un retour à l'écrit peut être souvent surinterprété ou mettre en difficulté un technicien par rapport à son élu qui va lui dire vous avez fait une faute, etc. Donc on est assez prudent et pour le coup très transparent entre nous à l'interne du comité scientifique et technique, très transparent sur la méthode. Mais par contre, les évaluations restent confidentielles. De même que les avis après les visites restent confidentiels pour ne pas mettre en difficulté des gens qui seront tous de bonne volonté. Mais voilà. Jean-Pierre, il faut ouvrir le micro. Juste un tout petit détail pratique. Est-ce qu'on pourra avoir une liste avec référence qui ne soit pas simplement un sigle des membres du comité scientifique et technique? Oui, je suis en retard. Mais avec des choses qui ne sont pas très faciles à lire. Ouais, d'autant qu'il n'est pas à jour. Je n'ai pas eu le temps de mettre le site internet à jour, donc je me note de vous faire la liste des membres du comité scientifique et technique, sachant que dans ces membres, aujourd'hui, n'ont été invités que ceux qui sont des membres actifs pour l'évaluation, mais on a aussi des partenaires
qui nous rejoindront soit le 4 avril, soit le 28 juin, qui sont des partenaires soit communication, soit qui n'ont pas le temps de participer à l'évaluation, mais qui veulent bien lire les rapports de visite et participer à la décision. Donc là, on est un peu en comité restreint et on sera encore plus nombreux sur la partie 4 avril et 28 juin. Et vous verrez qu'on est très organisé grâce à Aurore Mikan et aux outils agiles de la visioconférence. On vote on vote en ligne. Enfin, en fait, c'est terrible. Normalement, dans les temps anciens et heureux que certains ont connus, on passait la journée ensemble, on mangeait ensemble, on discutait, c'était super. Bon, ben voilà, c'est les jours anciens. Peut-être qu'ils reviendront. On le souhaite. S'il y a d'autres interventions, c'est maintenant. Sinon, je me propose de vous libérer en vous remerciant pour le temps que vous nous avez accordé et en vous rappelant que je reste à votre disposition par téléphone ou par mail pour toute question, difficulté. Voilà, n'hésitez pas. Ça va? Merci J'oublie beaucoup. personne. Merci. Ouais. Eh bien, merci infiniment. On se retrouve en début la de semaine prochaine. pour passer à l'acte. Super. Merci à Et tous. merci bonne à journée. votre fidélité Merci. pour toutes et tous. Merci Salut. beaucoup, à bientôt. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.